J'ai appelé la société de prêt au sujet des paiements mystérieux sur mes prêts étudiants. Ils ont dit, votre belle-mère les effectue depuis 2 ans. La femme au téléphone m'a relu mon propre numéro de compte de prêt comme si elle me faisait une faveur. Madame, je vois 11 paiements consécutifs de $1 500 provenant d'un compte externe se terminant par 4471. Le titulaire du compte est répertorié comme étant Beverly Ashford Whitmore. Je me tenais dans le rayon des céréales du Creuset sur la route 9, une boîte de Cheerios dans une main, et mon téléphone si fort pressé contre mon oreille qu'il a laissé une marque. Le nom complet de ma belle-mère, prononcé par une inconnue dans un centre d'appel en Ohio, m'a frappé comme une gifle. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Je fais mes propres paiements de prêt. Vous les faites, madame. C'est en plus de vos paiements. Votre solde est en fait de $36 000 inférieur à votre dernier relevé. J'ai posé les Cheerios sur un présentoir de barres de céréales et ne les ai pas reprises. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'appuyer contre l'étagère parce que j'ai su à cet instant, debout dans une épicerie un mardi après-midi de mars, que Beverly n'avait pas fait cela par gentillesse. Beverly ne faisait rien par gentillesse. J'étais marié à Paul Whitmore depuis 2 ans et 3 mois quand j'ai découvert que sa mère remboursait secrètement mes prêts étudiants. Je m'appelle Renata Cole. J'ai gardé mon nom de jeune fille, ce qui était en soi un scandale mineur dans la famille Whitmore. Et j'enseignais l'anglais en classe de 8e au Jefferson Middle School à Charlotte, en Caroline du Nord. $41 000 par an, les étés de congé, une salle de classe pleine de livres de poche d'occasion que j'achetais moi-même parce que le budget du district n'allait pas si loin. Beverly Ashford Whitmore ne m'avait jamais regardé une seule fois en 2 ans sans une lueur de quelque chose derrière ses yeux que je ne peux décrire que comme de la comptabilité, comme si elle calculait ma valeur nette et trouvait le chiffre embarrassant. Elle était la veuve d'un homme qui avait bâti une chaîne régionale de concessionnaires automobiles et était décédé, la laissant suffisamment à l'aise pour ne plus jamais avoir à travailler. Et elle se comportait comme une femme de la vieille bourgeoisie, même si l'argent n'avait qu'à peine une génération. Elle déjeunait au Carolina Country Club le mercredi. Elle portait son alliance tournée vers l'intérieur, le diamant contre sa paume, pour qu'elle ne s'accroche pas aux choses. Bien que j'ai toujours soupçonné que c'était pour ne pas avoir à la regarder et se souvenir qu'elle avait aimé quelqu'un qui n'était pas riche quand elle l'avait épousé. Paul était un enfant unique, un architecte, gentil de la manière spécifique et légèrement inconsciente des hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Il aimait sa mère avec la loyauté simple de quelqu'un qui ne l'avait jamais vu être cruel envers une personne qu'il aimait. Parce que jusqu'à moi, elle n'avait jamais eu de raison de l'être. La première fois que je l'ai rencontrée, elle avait regardé mes chaussures, des ballerines de chez Target, et raflé au bout après 3 ans de surveillance de couloir, et avait dit, « Eh bien, au moins vous êtes pratique. » Je me suis dit que ce n'était rien. Le trac d'une nouvelle belle-mère. Je me suis dit cela pendant 2 ans. J'aurais dû écouter mon instinct au lieu de mon espoir. Boucle 1. 6 mois de mariage. Paul a mentionné presque en passant pendant le dîner que sa mère avait demandé mon numéro de sécurité sociale et les informations de mon compte de prêt pour le cadeau de mariage. Je me suis souvenu avoir signé quelque chose à la réception. Une carte. Je pensais que c'était une sorte de liste de mariage gérée par l'assistante de sa mère. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Les mariages sont un chaos. On signe des choses. Je me suis dit que c'était probablement pour un transfert de fonds en fiducie. Des papiers fiscaux. Les familles riches font ce genre de choses. Je n'ai pas posé assez de questions. C'est de ma faute. Et j'ai fait la paix avec cette erreur, pour la plupart. Boucle 2. 8 mois plus tard, j'ai remarqué que l'application de mon service de prêt affichait un paiement que je ne me souvenais pas avoir fait, un jour où je ne m'étais certainement pas connecté. J'ai envoyé un texto à Paul, « As-tu payé quelque chose sur mes prêts ?» Il a dit non, en riant, a dit qu'il aimerait bien avoir ce genre d'argent de côté. Un architecte a 3 ans de sa propre carrière, portant ses propres dettes d'études supérieures. J'ai appelé le prestataire. Un représentant nommé Deshawn m'a dit que le paiement provenait d'un compte externe et que le titulaire du compte avait demandé que la transaction ne soit pas répertoriée sur votre relevé mensuel, ce qui est un paramètre que le titulaire du compte principal, c'est-à-dire vous, peut désactiver à tout moment. Je l'ai désactivé. Je me suis dit que c'était probablement une sorte d'erreur de traitement. Je ne l'ai apparemment pas assez bien désactivé, car 3 mois plus tard, la même chose s'est reproduite. Et j'ai laissé tomber parce que j'étais fatigué et parce qu'une petite partie l'aide de moi,
la partie qui a grandi dans un appartement de 2 chambres avec ma mère qui faisait des doubles services dans un restaurant, a pensé, peut-être que c'est un cadeau. Peut-être que je n'ai pas à remettre en question chaque bonne chose qui m'arrive. C'était mon erreur. Je le sais maintenant. Boucle 3. À Thanksgiving, Beverly a fait un commentaire sur des investissements qui rapportent que j'ai ignoré parce qu'elle disait une douzaine de choses critiques et satisfaites d'elle-même à chaque fête, et j'avais appris à ne pas toutes les poursuivre. Mon estomac s'est quand même noué, juste une seconde. De la même manière que lorsque votre corps sait quelque chose que votre cerveau n'a pas encore compris. Boucle 4. En février, j'ai réellement essayé d'aller au fond des choses. J'ai appelé directement le service de prêt et leur ai demandé de bloquer entièrement tous les paiements de tiers sur mon compte. La représentante, une femme nommée Tanisha Reyes, m'a dit qu'elle le signalerait, mais que la titulaire du compte, Beverly, avait soumis un formulaire d'autorisation notarié des mois plus tôt avec ma signature falsifiée, lui donnant la permission permanente d'effectuer des paiements au nom de l'emprunteur principal. Je ne le savais pas encore. Je savais seulement que la demande de blocage avait été discrètement annulée dans les 3 semaines et que personne ne pouvait me dire pourquoi. C'est à ce moment-là que ma main a commencé à trembler chaque fois que mon téléphone sonnait avec un numéro inconnu. J'ai essayé à ma petite manière d'enquêter. J'ai consulté mon rapport de crédit complet un dimanche soir pendant que Paul dormait, le faisant défiler sur mon ordinateur portable à la table de la cuisine avec une tasse de thé qui refroidissait à côté de moi. Rien ne semblait anormal en surface. Pas de nouveaux comptes ouverts à mon nom, pas d'adresses étranges, rien qu'une alerte à la fraude n'aurait signalé. Quoi que Beverly faisait, elle le faisait avec soin, en restant dans des limites qui ne déclencheraient aucun système automatisé. Cela aurait dû m'effrayer plus que ça ne l'a fait. Au lieu de cela, je me suis raconté le mensonge ennuyeux et confortable que les gens se racontent lorsque l'alternative est trop épuisante à envisager. Si c'était vraiment grave, quelqu'un l'aurait déjà découvert. J'ai même demandé une fois gentiment à Paul pendant le dîner si sa mère lui avait déjà demandé autre chose me concernant, des documents, des numéros, des mots de passe. Il m'a regardé avec une confusion si ouverte que j'ai immédiatement laissé tomber, honteuse de moi-même d'avoir posé la question. Comme si la suspicion envers Beverly était un défaut de caractère en moi plutôt qu'une réponse raisonnable à 2 ans de sourires froids et de commentaires pointus sur mes chaussures. Je pense beaucoup à ce dîner maintenant. À quel point la vérité était proche, posée là sur la table entre les pâtes et le pain à l'ail, et comment aucun de nous ne l'a saisi. Boucle 5, l'appel téléphonique dans le rayon des céréales, ce qui me ramène au crochet. 36 000 $, 2 ans de paiement secret, 1 500 $ par mois comme une horloge, comme une femme gérant une petite entreprise patiente à partir de ma propre vie financière sans m'en dire un seul mot. J'ai laissé le chariot dans l'allée. J'ai conduit directement au Carolina Country Club où je savais, car l'emploi du temps de Beverly était aussi fiable qu'un tableau des marées, qu'elle prendrait son déjeuner du mercredi avec Paul. Je les ai trouvés sur la terrasse, Beverly en lin crème, Paul dans la chemise Oxford bleue que je lui avais repassée ce matin-là. Tous les deux à mi-chemin d'un thé glacé avec des brins de menthe qui coûtaient probablement plus que le budget de livre de ma classe pour le mois. Nous devons parler de mes prêts, ai-je dit. Sans préambule, ma voix plus stable que je ne le sentais. Le sourire de Beverly était le même sourire froid et satisfait que j'avais vu à mon propre mariage. Celui qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Finalement remarqué, n'est-ce pas? Le visage de Paul s'est illuminé comme celui d'un enfant. Maman, c'est... Attends, tu savais pour ça? Il s'est tourné vers moi. C'est incroyable, reine. Merci. Il a tendu la main vers celle de ma belle-mère. Beverly ne le regardait pas. Elle me regardait, et il y avait quelque chose de presque affamé dans son regard. Je ne t'aidais pas, ma chère, dit-elle. J'investissais. Mon estomac est tombé comme du haut d'une montagne russe, cette embardée nauséeuse et en apesanteur. Elle a sorti de son sac Chanel un dossier manille, épais, avec des onglets, organisé avec le genre de précision obsessionnelle qui me disait qu'elle ne l'avait pas assemblé ce matin-là. Elle l'avait porté, attendant. Chaque paiement était un prêt, dit-elle en le faisant glisser sur la table comme si elle distribuait une main gagnante. Avec intérêt, composé mensuellement, à un taux que je considère assez généreux compte tenu de votre profil de crédit. Vous me devez 42 000 $. Paul a attrapé la première page, ses yeux balayant rapidement, la couleur quittant son visage. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est des affaires, mon chéri.
Elle lui tapota la main sans le regarder. Je savais qu'elle ne gérerait jamais ses prêts avec un salaire d'enseignante. Pas vraiment. Pas de la manière dont notre famille vit. Alors, je lui ai créé une opportunité. J'ai regardé un contrat que je n'avais jamais vu. Une signature en bas qui était presque la mienne. Mon deuxième prénom était faux. Je n'utilise jamais mon deuxième prénom. Je n'ai jamais signé ça, ai-je dit. Vous ne pouvez pas transférer ma dette sur vous-même et ensuite me facturer des intérêts dessus, ai-je dit plus fort que je ne le voulais. Un serveur près du bar a jeté un coup d'œil. Beverly a ri. Un son léger, cruel et petit, comme quelque chose qui se brise délicatement. En fait, je peux. J'ai effectué les paiements en utilisant vos informations pendant 2 ans. Vos numéros de compte, votre numéro de sécurité sociale. Paul me les a donnés lui-même pour le cadeau de mariage. Paul est devenu de la couleur de la nappe. Ça. C'était pour le cadeau de mariage. C'était tout ce que ça a jamais été, maman. Beverly n'a pas scié. Vous avez bénéficié de cet arrangement pendant 2 ans sans vous y opposer. Mon avocat appelle cela un consentement implicite. Vous avez 90 jours pour rembourser le montant total où je place un privilège sur vos biens matrimoniaux. Nous n'avons pas 42 000 $, ai-je dit, et j'ai détesté à quel point ma voix était faible. Son sourire s'est élargi et pour la première fois, j'ai compris qu'elle attendait depuis 2 ans pour le faire. Je sais, c'est pourquoi j'ai une alternative. Un autre papier a glissé sur le lin blanc. J'ai baissé les yeux. C'était un document d'apparence officielle avec un en-tête que je ne reconnaissais pas. Adressé au Conseil de l'éducation de l'État de Caroline du Nord. Mon nom complet tapé en haut. Cédez votre licence d'enseignement, a dit Beverly. Et je pardonnerai toute la dette. Ma licence? Je l'ai dévisagée. Pourquoi voudriez-vous même ça? Je ne la veux pas, dit Beverly en croisant les mains. Je veux que vous ne l'ayez pas. Sans licence, vous devrez quitter l'État pour trouver un travail comparable. Paul réalisera avec le temps que la longue distance ne fonctionne jamais vraiment pour des gens comme nous. Et ensuite nous pourrons lui trouver quelqu'un d'approprié. Paul s'est levé d'un bond si vite que son verre d'eau s'est renversé, des glaçons dérapant sur le lin blanc. Tu essaies de détruire mon mariage. J'essaie de t'en sauver, dit Beverly, sans même scier, sans même baisser la voix. Elle est en dessous de nous, Paul. Une enseignante d'école publique. Tu aurais pu épouser la fille Hamilton. Son père possède 3 usines. D'autres convives avaient commencé à regarder. Un serveur planait près de notre table, ne sachant s'il devait approcher une femme qui donnait des pourboires comme Beverly. Elle n'a pas du tout baissé la voix. Au contraire, elle l'a légèrement élevée. Elle voulait un public. Elle avait toujours voulu un public pour ça. Tu te mets dans l'embarras à chaque fois que tu la défends, dit-elle à Paul, assez fort pour que la table à côté de nous se taise. Tout le monde ici peut voir exactement ce qu'elle est. J'ai senti mon visage brûler plus fort que le soleil de mars sur la terrasse. La mâchoire de Paul était si serrée que je pouvais voir le muscle sauter dans sa joue, mais il ne s'est pas rassis, et il n'a pas lâché ma main. Beverly m'a regardé, entièrement imperturbable par la douzaine de paires d'yeux maintenant tournés vers notre table. 72 heures, dit-elle, et sirota sont glacées comme si elle venait de discuter de la météo. Nous n'avons pas parlé sur le chemin du retour. Paul agrippait le dossier sur ses genoux comme s'il pouvait prendre feu. Quand nous sommes arrivés à la cuisine, nous avons étalé chaque page sur la table, le faux accord de prêt, la signature falsifiée, la lettre au Conseil de l'éducation, et ça avait l'air cher. Ça avait l'air, Dieu m'aide, presque légitime, de la manière dont un mensonge a l'air quand quelqu'un avec de l'argent et des avocats le construit avec assez de soin. Assez. Elle planifie ça depuis 2 ans, a dit Paul, et sa voix s'est brisée sur le mot en haut d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Il a attrapé son téléphone, composant déjà. J'ai mis ma main sur la sienne. Attends, ai-je dit. Regarde ça. Je l'avais trouvé près du bas du dossier. Un historique de paiement, des impressions des transferts, chacun estampillé d'une source de routage, pas le compte courant personnel de Beverly, le Ashford Family Educational Trust, la fiducie de la grand-mère de Paul, la mère de son père, décédée depuis 9 ans. Qui avait mis de côté un fonds des années avant sa mort. Paul l'avait mentionné une fois en passant au début de notre relation.
spécifiquement pour les descendants directs et leurs conjoints, éducation et frais médicaux seulement. Pas de clause de remboursement, pas d'intérêt. C'était par conception un cadeau. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es de la famille directe, dit-il lentement. Tu es ma femme. Cela fait de toi une bénéficiaire. J'ai hoché la tête. Mon pouce accélérant pour une raison différente maintenant. Et les versements de fiducie sont des dons, Paul. Légalement, elle ne peut pas convertir rétroactivement un don en prêt juste parce qu'elle décide qu'elle veut un moyen de pression. Nous avons appelé l'avocat de la succession de la famille ce soir-là, un homme nommé Gérald Marsh, 26 ans de pratique du droit des fiducies et des successions dans le comté de Mecklembourg, qui avait rédigé la moitié des documents originaux de la grand-mère de Paul et administrait encore des parties de la fiducie aujourd'hui. Il a décroché à la deuxième sonnerie, ce qui m'a dit que Paul l'avait déjà appelé pour des choses sérieuses. Il lui a fallu moins d'une minute pour le confirmer en relisant le document de fiducie original de 1998 au téléphone. Chaque versement fait à Ranata en vertu de cette fiducie est, par le langage fondateur même de la fiducie, un don irrévocable à un bénéficiaire qualifié, a déclaré Gérald. Il n'y a aucun mécanisme, aucun, pour convertir un don de fiducie achevé en un prêt personnel après coup. Quoi que votre mère vous ait fait signer, Paul, cela n'a aucune valeur juridique sur les fonds sous-jacents. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir. Puis Gérald est devenu silencieux. Prudent. Le genre de pause que les avocats utilisent juste avant de dire quelque chose qui change tout. Il y a autre chose que vous devez tous les deux comprendre, a-t-il dit. Pour que votre mère ait eu accès aux fonds de la fiducie et les ait présentés comme des prêts personnels, elle aurait dû déposer de faux documents de versement auprès de l'administrateur de la fiducie, dénaturant le but et la nature de chaque transfert pendant 2 années consécutives pour les dissimuler aux exigences de surveillance de la fiducie. Le mot est resté suspendu dans la cuisine entre nous, lourd comme une pierre jetée dans une eau calme. Fraude. Le visage de Paul est devenu blanc, puis d'un rouge profond et furieux. Sa main a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée si fort qu'elle a laissé des marques sur mes jointures. Ce n'était plus de la manipulation. Ce n'était pas une belle-mère cruelle jouant avec le mariage de son fils. C'était un crime commis contre la fiducie de sa propre grand-mère décédée en utilisant mon identité pendant 2 ans par versement froid et patient. Nous sommes restés assis là longtemps. Le dossier des mensonges de Beverly est allé sur notre table de cuisine comme des preuves sur une scène de crime parce que c'est exactement ce que cela allait devenir. Paul a finalement levé les yeux vers moi. Sa voix est sortie à peine plus qu'un murmure. Elle n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Paul non plus. À 6 heures du matin, nous avions un bloc-notes couvert de questions et un document Google partagé intitulé, avec un humour sinistre qu'aucun de nous ne ressentait vraiment, la mauvaise semaine de Beverly. Gérald Marsh nous a recommandé de ne pas la confronter à nouveau nous-mêmes. Heure d'amateur, a-t-il appelé ça, pas méchamment, et de laisser plutôt les documents parler par le biais de professionnels. Au cours des 10 jours suivants, 3 d'entre eux sont entrés dans nos vies en succession rapide, et chacun a révélé une autre couche de ce que Beverly avait réellement fait. Le premier était Marcus Delgado, un expert comptable judiciaire avec 14 ans dans un cabinet spécialisé dans les litiges de fiducie et de succession, que Gérald a fait venir dans les 48 heures. Marcus a extrait 2 ans de registre de versement de la fiducie et les a placés à côté de l'accord de prêt que Beverly avait présenté au Country Club. Non seulement les chiffres ne correspondaient pas, mais ils se contredisaient d'une manière qui ne pouvait pas être expliquée par une simple erreur. Elle a déclaré ses versements à l'administrateur de la fiducie comme une aide médicale d'urgence pour un bénéficiaire qualifié, nous a dit Marcus lors d'un appel vidéo, en partageant son écran. Des cercles rouges fleurissaient sur les cellules de la feuille de calcul. 24 dépôts distincts, tous faux. L'assistance médicale nécessite des documents, des relevés de prestataires, des factures détaillées, rien de tout cela n'existe ici. Elle a fabriqué une piste papier pour justifier le retrait de 43 000 $ d'une fiducie qui n'exigeait légalement aucune de ces justifications en premier lieu, car la qualification réelle du don était plus simple que le mensonge qu'elle a choisi de raconter. Pourquoi mentir à propos de quelque chose sur lequel elle n'avait pas besoin de mentir? Ai-je demandé. La réponse de Marcus m'a marqué pendant des semaines. Parce que la fiducie a une clause exigeant la notification du cofiduciaire pour les versements non standards de plus de 5 000 $. Les dons éducatifs ou médicaux standards en dessous de ce seuil ne la déclenchent pas. Elle a structuré la fraude spécifiquement pour rester sous le radar de l'autre fiduciaire.
L'autre fiduciaire. L'oncle de Paul, Richard Ashford, le fils survivant de sa grand-mère décédée, et le beau-frère de Beverly, un homme avec qui Beverly, de l'avis de tous, avait passé une décennie à se quereller discrètement au sujet de l'entreprise familiale. Le deuxième professionnel était le détective Karen Whitfield, 12 ans au sein de l'unité des crimes financiers du département de police de Charlotte-Mecklenburg, que Gérald a contacté une fois le rapport de Marcus finalisé. Elle est venue chez nous un jeudi soir dans une berline grise, ses accréditations sorties avant même de dire bonjour, et s'est assise à notre table de cuisine avec le même dossier que Beverly avait autrefois fait glisser sur le lin blanc comme un trophée. Usurpation d'identité, exploitation financière et fraude fiduciaire, a déclaré le détective Whitfield, feuilletant les pages avec le calme plat et méthodique de quelqu'un qui avait vu bien pire. La signature falsifiée sur ce document de prêt à elle seule est un crime en vertu de la loi de l'État. Ajoutez des déclarations fiduciaires falsifiées et l'utilisation non autorisée de votre numéro de sécurité sociale à des fins de gains financiers. Et nous envisageons plusieurs chefs d'accusation, pas un seul. Sera-t-elle réellement arrêtée? A demandé Paul. Sa voix avait un espoir étrange et fragile. Comme s'il, quelque part, ne croyait toujours pas que sa mère pouvait être une étrangère portant un visage familier. Cela dépend de ce que le bureau du procureur décidera de poursuivre, a dit Whitfield. Mais je vais vous dire ceci, monsieur Whitmore. En 12 ans, j'ai vu beaucoup de familles essayer de déguiser l'exploitation en générosité. La signature falsifiée est la partie qui transforme cela d'un différend familial en un dossier. Le troisième était Diane Okafor, une thérapeute conjugale et familiale agréée que Paul et moi voyons de temps en temps depuis notre première année ensemble. Quelqu'un que nous appelions non pas pour une aide juridique, mais parce que je me suis réveillé à 3 heures du matin, 3 nuits de suite, le cœur battant à tout rompre et sans savoir pourquoi jusqu'à ce que je réalise que c'était parce que pendant 2 ans, à mon insu et sans mon consentement, une autre femme avait tenu ma vie financière en laisse et une partie animale de mon cerveau l'avait su avant que le reste de moi ne rattrape son retard. Ce que Beverly a fait n'est pas seulement financier, nous a dit Diane lors d'une séance qui a duré 40 minutes de plus parce qu'aucun de nous ne voulait quitter le canapé. C'est une violation de l'autonomie déguisée en générosité, ce qui est l'un des types d'abus les plus difficiles à nommer car sur le papier, cela ressemble à un cadeau. Votre corps le savait avant votre esprit. Ce n'est pas de la paranoïa, Ranata. C'est l'instinct qui fait son travail. J'ai pleuré plus fort dans cette séance que je ne l'avais fait au country club, à cause de Beverly, à cause de tout ça. Parce que c'était la première fois que quelqu'un disait à voix haute ce que j'avais ressenti pendant 2 ans et pour lequel je n'avais pas eu les mots. Pause rapide. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Gérald a contacté Richard Ashford, le cofiduciaire, la semaine suivante. Un appel de courtoisie, a-t-il dit, requis par les statuts de la fiducie avant que toute procédure judiciaire puisse avancer, puisqu'il était techniquement en droit d'être notifié de tout ce qui touchait aux actifs de la fiducie. Richard, il s'est avéré, attendait depuis longtemps une raison de regarder de plus près les finances de sa belle-sœur. Beverly a discrètement vidé cette fiducie pendant des années, a dit Richard à Gérald, selon les notes que Gérald nous a transmises par la suite. Structurant les retraits pour rester en dessous de mon seuil de notification. Je l'ai toujours soupçonné. Je n'ai jamais eu de preuves. Si vous avez des documents, je veux en être. Richard, il s'est avéré, avait sa propre décennie de griefs, un partenariat commercial avec le défunt mari de Beverly qui s'était mal terminé après sa mort. Des actifs qu'il croyait que Beverly lui avait soustraits pendant le règlement de la succession. De vieilles blessures qui ne s'étaient jamais refermées. Il n'était pas motivé par l'inquiétude pour moi. Je comprenais cela. Mais il était motivé, et les gens motivés avec une position et de l'argent font d'excellents alliés dans un combat comme celui-ci. En une semaine, l'avocat de Richard avait déposé une demande formelle auprès de l'administrateur de la fiducie pour un audit indépendant complet de chaque versement que Beverly avait autorisé au cours des 5 dernières années, pas seulement les 2 m'impliquant. Ce que l'audit judiciaire de Marcus a finalement trouvé une fois qu'il s'est étendu à la demande de Richard n'était pas 24 fausses déclarations, mais 61. Marcus nous a présenté les conclusions élargies un dimanche après-midi, son ordinateur portable ouvert sur notre table de salle à manger, un deuxième expert comptable judiciaire de son cabinet, un homme à la voix douce nommé Aaron Tran, spécialisé dans la conformité fiduciaire. Assis à côté de lui pour ce que Marcus appelait un deuxième avis. Étant donné l'ampleur de la situation,
61 déclarations signifiaient 61 instances distinctes de Beverly dénaturant le but d'un versement de fiducie remontant à près de 5 ans, bien avant même que Paul et moi nous soyons rencontrés. Une partie ne me concernait pas du tout. Il y avait des paiements à un entrepreneur en rénovation domiciliaire déclaré comme une aide médicale d'urgence. Un paiement à une agence de voyage de luxe déclaré comme dépenses éducatives, programme d'études continues. Un paiement, étonnamment, au country club lui-même déclaré comme achat d'équipement médical, ce qui, selon Marcus, avec le ton le plus sec possible, était, pour autant qu'il puisse le déterminer, une augmentation des frais d'initiation pour un niveau d'adhésion invité. Elle ne vous ciblait pas seulement, a dit Marcus, me regardant attentivement. Comme s'il n'était pas sûr de la façon dont je prendrais cette information. Vous étiez le nouveau chapitre d'un schéma qui a commencé des années avant que vous n'existiez pour elle. Étrangement, ce détail a aidé. Cela signifiait qu'il ne s'était jamais vraiment agi de mes chaussures ou de mon salaire ou de la fille Hamilton avec le père propriétaire d'usine. Il s'était toujours agi, depuis le tout début, de Beverly et de ce qu'elle croyait avoir le droit de prendre sans demander. Le délai de 90 jours que Beverly nous avait donné est arrivé un mardi. Je m'en souviens parce que j'avais une réunion du corps professoral qui a duré jusqu'à 17 h et mon téléphone a vibré 4 fois pendant celle-ci, toutes provenant du numéro de Beverly. J'avais 24 heures avant que sa menace initiale ne prenne effet. Et à ce moment-là, nous en savions assez pour savoir que la menace elle-même était vide. Mais savoir cela dans sa tête et le sentir dans sa poitrine sont deux choses différentes, et mes mains ont tremblé pendant toute la réunion du corps professoral de toute façon. Ce soir-là, Beverly a appelé le téléphone fixe de la maison, la ligne fixe que Paul gardait pour le télécopieur de son cabinet d'architecte, une vieille habitude, car elle devait savoir que nous filtrions ses appels cellulaires. Je suppose que vous avez pris votre décision, dit-elle lorsque Paul a répondu, sa voix aussi douce et imperturbable qu'elle l'avait été sur la terrasse du country club. Nous l'avons prise, a dit Paul. Je me tenais à côté de lui, ma paume à plat contre son dos, sentant les battements de son cœur à travers sa chemise. Le détective Karen Whitfield a votre dossier, maman. Tout comme Marcus Delgado, et l'avocat de l'oncle Richard aussi. Vous avez 61 fausses déclarations de versement enregistrées auprès de l'administrateur de la fiducie, pas 24. Richard demande un audit complet remontant à 5 ans. Il y a eu un silence si long sur la ligne que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Tu ne ferais pas ça, a finalement dit Beverly, et pour la première fois en 2 ans, j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui n'était pas froid. C'était proche de la peur. Je l'ai déjà fait, a dit Paul, et il a raccroché. Je veux vous dire que je me suis sentie triomphante à ce moment-là. Principalement, je me sentais mal. Le mal particulier de voir quelqu'un que vous aimez briser quelque chose qu'il ne peut pas reprendre avec des gens qui partagent son sang. Paul n'a pas pleuré cette nuit-là. Il est resté assis très immobile sur le canapé pendant près de 2 heures, fixant le vide. Et quand je l'ai finalement mis au lit, il s'est accroché à moi comme on s'accroche à quelque chose quand le sol vient de s'effondrer sous vos pieds. Les 72 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. L'avocat de Richard a déposé une plainte officielle auprès de l'administrateur de la fiducie. Le détective Whitfield a soumis le dossier à la division des crimes financiers du procureur du comté de Mecklemburg. L'avocat de Beverly, un homme nommé Preston Call, que Gerald avait croisé 2 fois auparavant dans des litiges de succession et qu'il n'estimait pas particulièrement, de son propre aveu, a envoyé une lettre de cessation et d'abstention hâtive que Gerald nous a lue à voix haute au téléphone avec quelque chose de proche de l'amusement dans sa voix. C'est du bluff, a dit Gerald. Un faible. Cal sait que la signature falsifiée à elle seule anéantit toute réclamation qu'elle a sur les 42 000 $. Il essaie de faire du bruit avant que le bureau du procureur n'agisse. J'ai à peine dormi ces 3 nuits. Je n'arrêtais pas d'attendre l'autre chaussure. Un nouveau dossier, une nouvelle menace, une manœuvre juridique astucieuse que Beverly avait gardée en réserve. Mais il n'y en avait pas. Pour la première fois en 2 ans, Beverly Ashford Whitmore était à court de coups. Tout a éclaté publiquement un jeudi de fin mai, et de tous les endroits, au Carolina Country Club. Pendant le même créneau de déjeuner du mercredi que Beverly avait occupé chaque semaine pendant 11 ans, sauf que cette fois c'était un jeudi parce que le conseil d'administration avait déplacé sa réunion annuelle des membres. Je n'étais pas là. Paul me l'a raconté ce soir-là, encore légèrement abasourdi. Richard Ashford, il s'est avéré, ne se contentait pas de laisser cela se jouer discrètement par le biais d'avocats et de dépôts de procureurs. Il avait demandé et obtenu, en tant que cofiduciaire,
le droit de s'adresser à une partie du comité des membres privés du club, qui gérait certaines affaires de fiducie familiale de manière informelle parmi ses membres les plus riches. Une institution étrange mais réelle de la vieille monnaie de Charlotte que Paul m'avait mentionnée une fois et dont je n'avais jamais vraiment cru à l'existence jusqu'à ce que cela compte. Richard a exposé les conclusions de l'audit judiciaire à une salle d'environ 30 personnes, 61 déclarations falsifiées, une signature contrefaite. Un schéma d'exploitation financière ciblant spécifiquement la femme de son neveu parce que ses revenus ne correspondaient pas aux attentes de la famille. Beverly, selon 3 récits distincts que Paul a reconstitués par la suite, a d'abord essayé d'en rire, puis elle a essayé de partir. Quelqu'un, Paul n'a jamais su qui, avait déjà alerté une femme nommée la conseillère municipale Patricia Lowe, membre de longue date du club et intéressée par le travail de sensibilisation à l'abus financier des aînés qu'elle faisait par le biais d'une organisation à but non lucratif locale. Et Patricia avait discrètement amené un journaliste du bureau économique du Charlotte Observer comme invité ce jour-là, sentant correctement que quelque chose de digne d'intérêt allait se produire. L'article a été publié 9 jours plus tard. Une veuve éminente de Charlotte fait face à des accusations de fraude pour un complot de fiducie familiale. Il nommait Beverly. Il détaillait les 61 fausses déclarations, le document de prêt falsifié, les accusations d'usurpation d'identité que l'unité du détective Whitfield avait officiellement transmises au bureau du procureur. Il citait le résumé judiciaire de Marcus Delgado. Il ne me nommait pas, à ma demande. Gérald avait insisté sur cette protection dès le début, et je lui en ai été reconnaissante chaque jour où cet article est resté le premier résultat de recherche locale pour le nom de Beverly. Les conséquences sont arrivées rapidement une fois qu'elles ont commencé. Le bureau du procureur du comté de Mecklembourg a déposé des accusations formelles, contrefaçon, usurpation d'identité et exploitation financière d'un membre de la famille en vertu de la loi de la Caroline du Nord sur l'abus financier des aînés et des adultes dépendants, qui, a expliqué le détective Whitfield, s'appliquait ici non pas en raison de l'âge de Beverly, mais en raison du schéma spécifique de contrôle financier coercitif que la loi était conçue pour capturer. Le conseil des membres du Carolina Country Club, dans une décision dont Paul a entendu parler indirectement mais confirmée par une lettre que Beverly a reçue, a discrètement refusé de renouveler l'adhésion de Beverly pour l'année suivante. Le genre de mort sociale dans ce monde qui comptait autant pour elle que n'importe quel tribunal. L'administrateur de la fiducie, suite à la demande d'audit de Richard, a gelé entièrement les privilèges de versement de Beverly et a nommé un cofiduciaire indépendant pour superviser toutes les activités futures de la fiducie familiale. La dépouillant du contrôle informel qu'elle avait exercé sur celle-ci depuis la mort de son mari. Et la dette de 42 000 $ qu'elle avait essayé de suspendre à mon cou comme un nœud coulant s'est évaporée au moment où Gérald a déposé la documentation officielle auprès du service de prêt confirmant que chaque paiement provenait d'un don de fiducie irrévocable, et non d'un prêt personnel. Tanisha Reyes, la même représentante qui m'avait dit un jour qu'une demande de blocage des paiements de tiers avait été discrètement annulée, a été celle qui a finalement clos le dossier. Et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine en lisant son courriel de confirmation à 23 h un mardi. Paul dormait à côté de moi, la lumière du porche encore allumée en bas. Paul n'a pas parlé à sa mère pendant 4 mois. Quand il l'a finalement fait, c'était un seul appel téléphonique supervisé organisé par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre d'un accord plus large lié à l'affaire pénale. Et il m'a dit par la suite qu'elle insistait toujours, même face à des accusations formelles, qu'elle l'avait fait par amour. Elle a dit qu'elle essayait de protéger l'héritage de notre famille, m'a dit Paul, fixant le plafond de notre chambre, sa voix plate d'un épuisement qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Comme si ruiner mon mariage et voler l'identité de ma femme était un projet de préservation. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire que Diane Okafor ne nous avait pas déjà aidé à trouver un meilleur langage pour exprimer. Au cours des 11 séances que nous avions eues à ce moment-là. Diane avait une phrase qu'elle utilisait plus d'une fois au cours de ces mois. Les gens vivent rarement leur propre contrôle comme un contrôle. Pour Beverly, ce n'était jamais du vol. C'était de l'intendance. Je détestais à quel point cela avait du sens. Cela n'excusait rien. Cela expliquait simplement la confiance particulière et sans fond avec laquelle Beverly m'avait regardé dans les yeux à travers une table de country club et avait appelé 2 ans de fraude un investissement. Le détective Whitfield nous a appelés une fois de plus vers la fin de l'affaire, principalement par courtoisie. Elle a dit qu'elle aimait clore ses affaires de crimes financiers avec une vraie conversation au lieu d'une lettre type lorsque la famille y consentait. J'ai travaillé sur des affaires avec beaucoup plus d'argent en jeu et beaucoup moins de documentation que ce que vous deux avez rassemblé, nous a-t-elle dit. Vous avez rendu cette affaire facile à gagner.
Beaucoup de victimes n'ont pas cette chance. La plupart du temps, c'est la parole de quelqu'un contre celle de quelqu'un d'autre et le quelqu'un d'autre a de meilleurs avocats. Vous aviez Gérald et vous aviez Marcus et vous avez gardé la tête froide pour les laisser monter le dossier correctement au lieu de tout brûler vous-même à cette table de country club. Cela a compté. J'ai pensé à la version de cet après-midi où je n'avais pas attendu, où j'avais crié sur Beverly à travers la terrasse au lieu de rentrer à la maison et d'ouvrir un dossier avec Paul. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire différemment même maintenant, mais j'ai compris en entendant Whitfield le dire que le calme m'avait coûté quelque chose, aussi. La retenue n'est pas gratuite. Elle n'apparaît simplement sur le bilan de personne d'autre que le vôtre. Beverly a finalement accepté un accord de plaidoyer, des accusations réduites en échange d'une restitution à la fiducie, et une période de probation, pas de prison, ce qui, nous a dit le détective Whitfield avec l'honnêteté lasse de quelqu'un qui avait travaillé sur de nombreuses affaires comme celle-ci, était plus courant que les gens ne s'y attendent lorsque l'accusé est un délinquant primaire avec les ressources pour une bonne représentation. Ce n'était pas la fin qu'un film nous aurait donnée. C'était, j'en suis venu à le comprendre, la fin que les vraies affaires de fraude contre des personnes avec de l'argent et des avocats obtiennent habituellement. Mais c'était suffisant. La fiducie a été restaurée sous une surveillance indépendante. Mon nom a été légalement, formellement, définitivement blanchi de toute dette. La signature falsifiée a été inscrite au dossier du tribunal comme étant exactement ce qu'elle était. Et quelque chose d'autre s'est produit qu'aucun avocat ou détective n'aurait pu orchestrer. Paul a cessé de m'expliquer sa mère, de l'adoucir, de dire qu'elle a juste du mal à montrer son amour comme il l'avait fait pendant 2 années complètes. Quelque part au cours de ces mois, il l'a finalement vu comme je l'avais vu dès le premier déjeuner à propos de chaussures de chez Target et d'un compliment qui n'en était pas un. Nous avons déménagé de Charlotte 8 mois après l'accord de plaidoyer, non pas parce que Beverly nous y a forcé à la fin, mais parce que nous le voulions. Un choix qui semblait entièrement différent de celui qu'elle avait essayé d'orchestrer. J'enseigne l'anglais en classe de 8e à Asheville maintenant, une école avec un budget de livres légèrement meilleur, et une vue sur les montagnes depuis la fenêtre de ma classe à laquelle je ne me suis toujours pas habitué. Paul et moi parlons parfois de ce dossier, celui que Beverly a fait glisser sur le lin blanc comme une main gagnante. Nous gardons une photocopie du document de prêt falsifié original dans un tiroir à la maison. Non pas par quelque chose d'aussi simple que de la rancune, mais parce que Diane nous a dit un jour que cela peut parfois aider d'avoir une preuve physique d'une chose à laquelle on a survécu. Un rappel que c'est arrivé, que c'était réel, que nous ne l'avons pas imaginé. Beverly envoie une carte de Noël la plupart des années, adressée uniquement à Paul, signée de son nom complet comme si nous étions encore des connaissances du club plutôt que des personnes liées par le sang et la trahison. Paul ne répond pas. Il ne la jette pas non plus. Pas tout de suite. Il la pose simplement sur le comptoir pendant quelques jours comme s'il décidait quelque chose et puis finalement elle disparaît dans le recyclage sans qu'aucun de nous ne dise un mot à ce sujet.